Normalement, dans la vision de l'éducation, on devait avoir toutes ces fonctions réunies dans les institutions qui sont chargées d'assurer ces éducations. Il est clair que le constat, c'est que généralement, nos institutions d'éducation sont surtout focalisées sur l'aspect instruction et qui, de ce fait, omettent le caractère socialisation. La réussite scolaire, ou la réussite d'une manière générale, il faut la comprendre non pas seulement comme le résultat scolaire qu'un élève obtient, le résultat académique qu'il obtient, mais pour nous musulmans, la réussite doit aller en tenant compte, en plus du résultat académique, des valeurs qu'on acquiert. C'est ça qui permet de dire que quelqu'un a réussi. Ces valeurs, notamment, doivent être en conformité avec nos principes de religion, qu'on soit musulman ou qu'on soit pas musulman, ou qu'on soit d'une autre religion. En tout cas, nous avons des valeurs et nous estimons que si l'enfant a pu acquérir ces valeurs, en plus du savoir qu'il a pu acquérir, on peut estimer que cet enfant a pu réussir. Je voudrais dire quand même un mot sur le parcours éducatif. Le parcours éducatif, parce que le thème le relève, c'est un élément qui comporte deux parties. Dans le parcours éducatif, il faut comprendre non seulement le cheminement académique d'un élève, d'une personne qui a effectué donc des études, qui a obtenu des diplômes, mais il faut comprendre aussi que dans le parcours éducatif, il y a des expériences, il y a des activités que l'on peut acquérir en dehors de l'école ou même à l'école, mais qui ne sont pas liées forcément au programme éducatif que nous avons à l'école. Donc, suivre un parcours éducatif, c'est à la fois avoir de bons résultats scolaires, un résultat scolaire exemplaire, mais également apprendre d'autres choses à côté qui vont vous déterminer dans votre vie sociale. Et enfin, l'inspiration, c'est donc savoir se laisser conduire, susciter sa curiosité, créer un soi de motivation grâce à des modèles que nous avons en tant que parents, mais aussi en tant qu'éducateurs dans la société de tous les jours. Voilà quelques mots que je voulais dire d'entrée de jeu sur les différents concepts qui relèvent du thème que nous avons à débattre, Inch'Allah. Les collègues imams, et pour leur dire que je prends la parole en leur nom, sans les avoir consultés, et dire que ce colloque est extrêmement important parce qu'il s'agit de parler de l'œuvre d'une personnalité d'exception qui a marqué l'histoire moderne de l'islam en Côte d'Ivoire et en Afrique et ailleurs dans le monde. Il avait, si on veut aborder les concepts qui ont été annoncés, éducation, inspiration, succès, son parcours montre qu'il a incarné tous ces trois valeurs. L'éducation, c'est un processus de transmission des valeurs et de connaissances et même initiatique. Parce que si on entend cher maître, c'est ce que nous disions également à nos maîtres quand on était à l'école coranique. C'est par là que j'ai commencé. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, être à l'école coranique. École d'éducation par essence et par excellence, pour savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut que l'on soit et quel est le produit fini qui est attendu par la société, par la communauté. Donc l'éducation, la base, d'abord le foyer qui accueille l'enfant. L'éducation passe nécessairement par un certain nombre d'étapes lorsqu'il s'agit de l'enseignement islamique. L'enfant qui est attendu est accueilli par une famille. Le choix des conjoints
est la prévision de l'éducation à donner à l'enfant. Le mari n'est pas choisi au hasard, c'est par rapport à des critères moraux, éthiques et des critères de valeur qu'incarne ce jeune homme. Je lui donne ma fille. La fille également n'est pas choisie au hasard, c'est la mère des enfants dont on voudra qu'ils soient fiers, et à ce moment, on observe quelle est la femme qui doit être épousée par mon fils ou par notre fils. Et cela est accompagné d'istikhara et d'un certain nombre de choses pour opérer le choix. Mais nos parents avaient d'autres connaissances infuses qui permettaient de voir dans le comportement d'un homme ce qui peut être demain. Et de voir en la fille, celle qui arrive va donner naissance à 3 enfants, dont 1 ou 2 seront des garçons. Tout ceci était des connaissances et des savoirs. Et le mariage est fait. Quand on se marie, on attend un enfant ou des enfants. De ce point de vue, la nuit de noces, il y a des prières à faire pour l'enfant qui va venir. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta ali. Demandez à Allah, je demande le bonheur de cette femme et le bonheur avec lequel tu l'as créée. Le bonheur, parmi ces éléments de bonheur, il y a les enfants. Et ensuite, on en viendra, n'est-ce pas, au rapport intime. Allahumma inna uzubika. Et on dit, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. Tout ceci parce que l'enfant qui va naître, nous voulons que cet enfant soit une personne et même une personnalité modèle. Mais la préparation, c'est d'abord les prières, c'est les invocations, c'est les supplications. Et donc, il y a toute une vision pour préparer l'élément à éduquer. Bon, alors, Cheikh, Donc, ceci... sans vouloir vous interrompre, je pense qu'on est en train de... Là, je vais, comme on l'a dit tout à l'heure, tel que j'ai fait pour notre maman tout à l'heure, donc je vais sûrement vous donner tout à l'heure l'occasion de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que déjà, ce premier tour de table nous a permis d'éclater ces concepts-là. On comprend aujourd'hui que, essentiellement, l'éducation est d'abord, c'est une éducation centrée au sein de la famille. Bien entendu, tout à l'heure, Elaï Sangaré nous a donné cette notion aussi pédagogique sur les types d'éducation et surtout le rôle de l'école en termes de transmission de valeurs, de savoir-faire, de savoir-être, de compétences. Aujourd'hui, nos enfants ne nous regardent pas forcément comme modèle. Ils ont souvent le regard tourné ailleurs. Et souvent, ces modèles-là ne sont pas les modèles que nous souhaitons. Alors, je veux donc que chacun puisse s'interroger. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que nous n'arrivons pas à faire en sorte que nos enfants s'inspirent des modèles que nous souhaitons, comme ça a été dans le temps, et que ce soit autre chose aujourd'hui qui les inspire et souvent qui nous chagrine. Donc, je vais commencer donc pour cela par Aya, qui va vraiment donner son point de vue de mère, grand-mère, d'arrière-grand-mère. C'est difficile d'être modèle de personnes qu'on ne voit que rarement. Et en même temps, même quand on est à la maison, il y a un écran entre nous et les enfants. Il y a un problème de communication. Les enfants sont derrière leur écran, nous sommes derrière notre écran et nous sommes en train de ressasser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça, c'est le problème. Mais je parlais d'abord de la famille. La famille dont on parle, la famille qui éduque, la famille qui inspire. Il y a des mutations. On a actuellement un des taux de divorce les plus élevés. Et comme Djigiba le disait, est-ce la base du mariage qui a été faussée? Est-ce que les choix ont été bénis ou mûrement faits? Il y a des familles mixtes. Parce que quand on parle de valeurs, c'est vrai qu'il y a des valeurs universelles, mais il y a des valeurs qui sont essentiellement islamiques, qui sont souvent même en inadéquation
avec d'autres religions. Il y a ça. Et vous ne savez pas jusqu'à quel point il y a des familles, les gens du même sexe, comment on les appelle? Non, homophobe, c'est contre. Homophile. Et on apprend ça aux enfants actuellement en maternelle. Depuis leur dessin animé jusqu'au film, comment deux pères, un enfant peut avoir deux pères ou deux mamans ou autre. Et dans cette famille aussi, moi j'ai vu des enfants qui, depuis le CP, on leur dit on va faire des élections pour être chef de classe. Et ces enfants viennent à la maison fabriquer des bulletins de vote pour se faire élire. Sans se dire que, bon, on peut s'en rendre compte, il y a 40 élèves et qu'il y a 60 bulletins, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Donc, le modèle, c'est pas seulement éduquer par la parole, mais par l'exemple. Par l'exemple. Ça, c'est donc la composition de la famille. Et je parlais de parents toxiques. Très souvent, les enfants ont ce problème-là aussi. Les parents toxiques, c'est des parents qui n'apportent pas grand-chose à l'éducation de l'enfant. Ou il y en a qui prennent un enfant comme une chose, c'est-à-dire la continuité de leur être, et ce qu'ils ont été, et ce qu'ils veulent être. Il faut que l'enfant le soit, alors que l'enfant a des aptitudes qu'il faut découvrir et lui permettre de le faire. Il y a des parents super protecteurs qui ne permettent même pas à l'enfant de prendre des risques et de pouvoir s'en sortir. Et il y a des parents narcissiques, c'est-à-dire c'est eux. Dans la famille, l'enfant, à la limite, il n'a pas son mot à dire. Et tous ces mélanges-là se fait. Les enfants vont à l'école, on leur donne ce qu'il faut, comme on peut, et ils ont le bac, ils sont arrivés à l'université, on les jette à l'extérieur. On les jette à l'extérieur. Sans valeurs fondamentales avec lesquelles ils peuvent se battre. Et ils s'en vont maintenant dans une société où ils doivent s'affirmer, mais avec quelles valeurs? Vous allez me dire qu'on en parlera, mais ces valeurs-là n'ont pas été assimilées et ils n'ont pas vu leurs parents prier du matin au soir, ils ne les ont même pas vus gêner correctement et ils écoutent et ils imitent tout ce qu'on leur dit et surtout ce qu'on ne leur dit pas. Et ils se trouvent maintenant avec l'adversité culturelle et religieuse en contact avec des gens qui ont les moyens de communication des plus développés. Sur TikTok, effectivement, il y a des imams qui viennent donner quelques bribes de autres, mais il y a beaucoup de choses en parlant en français, mieux que les islamistes ou ceux qui sont musulmans qui ont tendance à les attirer. Donc, moi, je me dis que le problème est à revoir. Il y a aussi le problème de la femme. Parce que comme Djigiba vient de le dire, même si on prenait toutes ces mesures-là, l'enfant qui naît, il appartient à la femme. Elle doit l'allaiter. Et elle doit suivre le cycle de formation de l'enfant jusqu'à 2 ans. Ça, c'est voulu par Dieu. Parce qu'en plus de donner à manger à l'enfant, elle doit l'éduquer. Et on se rend compte que c'est Dieu qui éduque même la femme à travers son enfant. Parce qu'aucun enfant ne vient avec un mode d'emploi. Je n'ai pas eu la même manière d'élever la première que la dernière. Parce qu'il y a d'abord une expérience et chaque enfant a des aptitudes. A des aptitudes. Et quand on est là, on dit, ben, écoute, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux lui proposer dans son domaine? Mais quand on dit, ben, il est très bien, hein? Il a 18 sur 20 en classe, c'est bien. Mais à la maison, il a combien? Excusez-moi, j'ai pris mes soeurs de m'excuser. Nous faisons les mariages les plus grandioses actuellement. Mais les filles que nous donnons en mariage ne savent pas faire une omelette. Et le mari, au début, il est content parce que ça lui fait du temps gagné avec la femme. Mais après, pas plus de 6 mois, il se rend compte que le banofri de maman me manque.